Bienvenue en Espagne. Pour visiter la péninsule ibérique et descendre vers le sud, rien de tel que le train. Un train qui me conduira à Grenade, à Séville et jusqu'à Cadiz, à 700 km de là. Les trains espagnols se ressemblent beaucoup, mais je sais déjà que je vais rencontrer des gens très différents. Surtout en Andalousie, le pays du flamenco, de Picasso et du savoir-vivre. Pour l'instant, je suis dans le Cercanías, le train des environs de Madrid, qui s'arrête à toutes les gares. Voilà. Bonjour, Madrid. Vous allez à Madrid? Non, on descend au prochain arrêt aux Arroyos. Bon, bah moi je vais à Madrid. Et pour aller en Andalousie, dans le sud, je peux y aller en train? Tu dois d'abord aller à la gare d'Atocha à Madrid, et de là tu dois prendre un train qui s'appelle le Talgo, qui va jusque là-bas, en Andalousie. Madrid sera ma première étape sur la route d'Andalousie. Le train, c'est un axe qui pénètre l'Espagne de l'éblouissement et de la lumière. Je prendrai ensuite le chemin du sud, vers le soleil, vers cette terre d'hospitalité qui réchauffe les cœurs, comme disaient les Espagnols. Mais pour l'heure, je débarque à la gare d'Atocha, l'un des poumons de l'Espagne, moderne et traditionnel. Atocha est une gare splendide qui mélange les genres, une oasis qui incite au départ, au grand dehors, et qui rappelle sans cesse l'histoire ou la tragédie, dans un décor de bête humaine, version espagnole. La Grande Gare de Madrid est aussi le lieu des attentats de mars 2004 qui causèrent la mort de près de 200 personnes. La vie depuis a repris ses droits. Mais à quelques pas des rails, on se recueille pour se souvenir. Voilà, ce sont des messages des familles et des proches des victimes. Personne ne doit payer de sa vie pour l'intolérance des autres. Je n'oublierai jamais ce jour. J'ai pleuré pour vous. Stop au massacre des innocents. Avant de prendre le train du sud pour l'Andalousie, pays d'ombre, de soleil et de mystère, arrêtons-nous dans une ancienne gare transformée en musée. Ces trésors racontent une bonne partie de l'histoire de l'Espagne. J'ai rendez-vous avec Manuel. Lui a commencé dans les chemins de fer à l'âge de 19 ans. Ces machines à vapeur ont commencé à fonctionner en Espagne dans les années 40. Et vous, vous étiez conducteur avant? J'ai été cheminot, j'ai été ensuite mécanicien conducteur et chauffeur sur ces machines. Fogonera, c'est-à-dire celui qui met le charbon. Oui, celui qui s'occupait du feu. C'est toute une partie de l'histoire d'Espagne qui apparaît avec ces trains finalement. L'époque de la vapeur a été très dure. Et durant la guerre d'Espagne, la guerre civile, l'État a été complètement paralysé. Beaucoup de matériel a été détruit et il fallait travailler avec du matériel abîmé, l'arranger tant bien que mal. Les voies, les gares, tout ça. Et en plus, le charbon qu'on utilisait était de mauvaise qualité. Et donc, c'était difficile jusque dans les années 70. Alors bien sûr, en paralysant le train, on paralysait la nation tout entière. Et c'est pour ça qu'on s'attaquait au centre névralgique du réseau ferré. Les dépôts, là où on réparait les locomotives, les centres de matériel mobile, là où on stockait, là où on réparait les wagons, les installations, les voies et les gares. Eh bien tout ça, ça a été détruit et on a dû s'en accommoder. Ce furent des temps difficiles, mais de toutes les époques que j'ai traversées, ce fut la plus belle. Peut-être parce que j'étais jeune, mais c'était dur en même temps. Manuel, le nostalgique des vieilles locaux, me recommande d'aller manger des tapas au marché couvert près de la Plaza de España, toujours animée. Madrid, ville extravertie et secrète à la fois, se déguste aussi la nuit. Ce sont des calamars avec des pommes de terre, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est bon? Oui, ici tout est bon. Allez-y. C'est délicieux. Gracias. On va goûter. Ah, je confirme, c'est délicieux. Délicieux. Allez, un petit remontant pour réchauffer. Oui, c'est un remède contre la grippe. Allez-y.
Et ça vient d'Andalousie tout cela? Oui, d'Andalousie et puis aussi de Madrid. Et c'est un peu explosif, non? C'est une bombe, un reconstituant, ça remet en forme. Qu'est-ce qu'on a le col? J'ai l'impression que le torero ne gagne pas toujours, si je vois les photos là. Le seul torero qui reste actuellement calme devant le taureau, il s'appelle José Tomás. C'est le meilleur. Et ça coûte très cher d'assister à ces corridas. Pour le voir, la place la moins chère est à 500 € et on peut atteindre les 3000 €. À Madrid, grâce à Dieu, la présidente de la région a déclaré le taureau d'intérêt national. 3000 €, ça fait cher la place. La mise à mort à Madrid, ça n'a pas de prix. Je me contente de goûter aux tapas du pauvre. Ah, bon appétit, hein, tapas d'Andalousie. La femme de David Beckham, elle n'a pas beaucoup aimé la cuisine espagnole. Elle a dit que tout était aillé. Il est vrai qu'en Espagne, on met beaucoup d'ail. Voiture. Allez, un peu de lumière. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite torche. Ah oui. Asseyez-vous. Ça coûte combien? 1,50 €. Et vous voyagez souvent, tous les jours comme ça? Oui, je vais de Madrid à Juan-Res dans un sens ou dans l'autre tous les jours. Vendre dans le train? Non, ça va à peu près. Chaque jour, j'en vends une cinquantaine, petit à petit. 50. 50. Non, c'est mal. Chaque jour. C'était pas mal. Oui, petit à petit, je vends ces lampes torches pour nourrir ma famille. Au fur et à mesure, j'arrive à les écouler. Avant, je travaillais dans les champs à Zamora. Il y a bien longtemps de cela. Et c'est mieux de travailler à Madrid alors? Ma foi, on s'en sort plus ou moins. Madrid, c'est cher, et avec la crise, maintenant, c'est dur. Merci beaucoup. Adieu. Au revoir. Okay. Allez, à la prochaine. Ok. Santiago est le roi de la débrouille dans le train. Comme lui, 21% des Espagnols connaissent le chômage, l'un des plus forts taux en Europe. Et on émigre de plus en plus vers les villes, loin des mirages, loin des châteaux d'Espagne, en quête de salut. Magnifique, voilà, c'est la vieille gare de Tolède. On se croirait déjà au fin fond de l'Andalousie. Et ça rappelle bien sûr les royaumes morts de la péninsule d'Espagne. Magnifique. Bercé par les eaux du Tage, Tolède est un joyau serti entre des montagnes d'histoire et des vallées maintes fois soumises, lorsque les conquérants arabes nommaient l'Espagne Al-Andalus. Les sultans morts, ceux des royaumes musulmans, sont restés ici pendant 300 ans, depuis le 8e siècle. J'ai rendez-vous avec Almudena Sancerrado, qui est, paraît-il, incollable sur l'histoire de sa ville et de ses secrets. Almudena, vous êtes historienne. Vous pouvez m'expliquer donc brièvement l'histoire de Tolède? C'est quoi? C'est un mélange de cultures? Effectivement, Tolède est un assemblage de cultures très intéressant. La ville a une histoire de plus de 2500 ans. Elle a été une grande ville fortifiée à l'époque romaine. La ville a aussi été importante à l'époque de l'émirat Al-Andalus, à partir de 711, quand la péninsule était sous domination musulmane. Et la ville a beau avoir été reconquise au XIe, en 1085, les Juifs, les musulmans et les chrétiens vont, pendant longtemps encore, y cohabiter. C'est pour cela que l'on surnomme Tolède la ville des trois cultures. Et est-ce que Tolède a gardé cette tradition de mélange des cultures, alors entre la tradition musulmane et la tradition chrétienne? Oui, on peut encore en prendre conscience aujourd'hui, au XXIe siècle. On sent littéralement les arômes du passé et du mélange culturel dans notre cuisine. Par exemple, dans les plats typiques de notre ville. L'héritage musulman se fait sentir. Nous utilisons beaucoup de safran, des épices, et nos grands-parents nous racontent de très jolies histoires de ces époques. Et on le ressent dans notre mode de vie. Est-ce qu'il y a encore des travaux qui sont faits de recherche, par exemple, non seulement historiques, mais archéologiques sur le passé de Tolède? Et est-ce qu'on trouve encore des nouvelles trouvailles en fait historiques? Oui, on fait des découvertes tous les jours. Il y a peu, un monsieur qui faisait des travaux chez lui a découvert un caldarium.
c'est-à-dire les termes de l'époque romaine. Dans le quartier juif, on vient de mettre à jour les vestiges d'une synagogue antérieure à celle que nous connaissions jusqu'alors. Que de richesse, ça n'arrête pas. On étudie tout le temps, on en apprend chaque jour, et la ville ainsi se dévoile peu à peu. Merci beaucoup, muchas gracias. Enchanté. D'accord, tu seras toujours le bienvenu. Au revoir, allez, je reprends mon sac et à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, ce d'être par là, on a presque envie de toquer dans cette vieille ruelle de Tolède. On m'a indiqué l'adresse d'un artisan qui fabrique des vieilles épées selon la tradition justement d'ici, de la Castille, de la Mancha. Hola, buenos días. Hola, bonjour. Bonjour. Oh, yeah. Il fait chaud. La température est à peu près de 900 degrés. C'est une température de 900 degrés dans la forge. Il ne faut pas le laisser trop longtemps dans le feu parce que sinon ça se casse. Ah oui. Ah oui. Le métier de forgeron, c'est une des traditions de Tolède finalement. Oui, depuis très longtemps. Mais des forgerons, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Ce sont plutôt des machines qui sont utilisées parce que c'est plus compétitif du coup. À la vente, une épée comme celle-ci, forgée à la main, coûterait trop cher si on voulait tout faire à la main, comme avec la méthode ancestrale. Donc aujourd'hui, ce sont plutôt les machines qui remplacent l'homme. Qu'est-ce qu'on fait là? On met ça dans le feu alors ici. Et aquí, hein. Con el, comment c'est le martillo. Il ne faut pas y aller trop fort parce que je vais tout casser sinon. Hein. Et comment c'est passé? Et comment faut-il faire avec le fil? Tú haces bien el filo, así. Comme ça, sinon le fil se tord. Si tu frappes trop, tu finis par faire des marques, comme des rides sur l'acier. Pour rectifier ça, eh bien tu frappes là, pour que ce soit plus ou moins lisse. Alors j'ai un peu massacré l'épée, là, j'en ai fait une épée tordue. Désolé, hein, mais disculpa. Et il faut que je répare mes fautes. Ça, c'est une épée de non-combattant, de pacifiste en fait. Et una espada para los pacíficos. Oui, Ah oui, c'est très flexible. Oui, oui, oui. Ça ne peut pas casser, non? Non, non. Non? C'est le secret de l'acier trempé, c'est ça, ouais. Oui, parce que quand on a fini le travail de forge, on remet l'épée au feu. Normalement, on doit le faire bout par bout. Ensuite, on la plonge dans l'huile, oui, l'huile d'olive, et ensuite on continue dans l'eau. Tout ça permet à l'épée d'être à la fois dure et flexible, une dureté suffisante en tout cas pour ne pas casser. Et on obtient aussi au final une certaine souplesse. Voilà, c'est ça le secret de l'épée de Tolède. Merci Antonio, bon travail. Merci beaucoup et à bientôt. Je remets les gants ici, hop. La gare, c'est au bout de la ruelle, au-delà des pavés frottés par des siècles de bataille et une histoire décidément bien forgée. Dans le train se mélangent toutes sortes de gens, donc de cultures, comme Tolède les aime. On prend le temps de vivre entre deux escales ou entre deux auberges espagnoles, à l'ombre de Don Quichotte ou de ses reflets. La terre d'Andalousie est un florilège de rencontres et de songes au gré des aiguillages. Je me rends à Linares, plein sud, bien connu pour son art de la corrida. Ici, on aime le jeu. Même le buffet de la gare a des allures de petit casino. Excusez-moi, il y a des arènes dans le coin, Linares? Oui, oui, sur la promenade. Ah, sur la promenade. Et cette arène est célèbre dans la région?
Oui, bien sûr. Il y a aussi des bons toreros? Et oui, Hombre, parce qu'on a le grand Manolete. Ah bon, Manolete était d'ici? Oui, enfin, il est venu ici. Enfin, il est mort ici. Ah, il est mort dans cette ville? Oui, sur la place des taureaux. Ah bon, dans les arènes? Oui, c'est ça. Contre un taureau? Ah oui, au cours d'une corrida. Et il y a des toreros célèbres encore aujourd'hui ici? Bien sûr, il y a Curio Diaz. Curio. D'accord, merci, à bientôt. À bientôt. C'est la fameuse Plaza de Toros de Linares, la place des arènes. Elle est surtout célèbre pour cette plaque, pour la mémoire en fait du torero Manolete qui est mort ici en 1947 et donc tous les aficionados, les fans de tauromachie vénèrent cet endroit. Mais où est passé le public aujourd'hui? La danse des taureaux a laissé la place aux ravines du mauvais temps. Et la pluie de fin de saison a lavé les combats de l'homme contre la bête, des batailles forcément inégales. Je finis par retrouver Curio Diaz, le grand torero, la nouvelle étoile de toute l'Andalousie. Le roi des arènes aime se recueillir dans la chapelle à ses heures perdues. La piété, dit-il, l'aide à se concentrer, à réfléchir sur sa vie. L'Andalousie est aussi la patrie de Sénèque, n'est-ce pas? Ce sont les photos du fameux Manolete. Oui, tristement connu à Linares. Bon, tristement, mais il a donné de la gloire à la tauromachie. Pour les jeunes toreros comme toi, c'est important d'avoir la figure, donc la légende de Manolete. Curieusement, je n'ai pas connu Manolete, mais par hasard, mon grand-père fut le médecin qui assista à Manolete. Mon père travaillait dans l'hôpital où Manolete est mort. Et moi, je suis né dans la chambre d'hôpital où Manolete a succombé à ses blessures. J'espère que son destin ne me suivra pas, parce que je suis quand même devenu torero. Curio, tu aimes jouer avec ton destin. Un jeu à la vie, à la mort, la passion au corps. Comme tu le dis, yeux dans les yeux, ce sont les risques du métier. Toi, tu as fait combien de corridas au total et est-ce que tu as connu le danger de très près? Je ne sais pas, autour de 400 ou 500 corridas, peut-être plus, je ne m'en rappelle plus. Par contre, des coups de corne, j'en ai eu pas mal. J'ai été encorné dans le corps plusieurs fois. Par malheur, j'ai été blessé au cou, à la bouche, aux cuisses. C'est le danger de toréer, car c'est un métier qui t'apporte beaucoup, mais il y a aussi un tribut, une sorte de culte autour du sang. Et toi, quand tu fais donc la corrida, tu as l'impression d'offrir aussi un spectacle au public? C'est comme un dialogue, une communication avec les spectateurs? Les gens, c'est vrai, vont à l'arène pour voir un spectacle. Logiquement, le torero est un artiste qui a la particularité de devoir exécuter son œuvre en 10 minutes. C'est quoi les qualités d'un bon torero? Eh bien, pour le torero, il existe quelque chose de fondamental. C'est toréer. C'est faire le paseo, le geste. Et après, ce que chacun exprime devant le taureau, ce que tu exprimes avec cette danse, c'est quelque chose d'inné. Chacun l'exprime suivant les règles, mais aussi de la manière qu'il le ressent. Ça ne doit pas être de la comédie. La tauromachie doit être naturelle. Être devant un taureau doit être comme prendre un café, mais avec beaucoup de grâce. Est-ce que tu as peur quelquefois devant le taureau? Oui, bien sûr que j'ai peur. Peur du taureau, peur de la responsabilité, peur de l'échec. La peur est omniprésente dans le monde du torero, et c'est ça le courage, dépasser sa peur. En Catalogne, la corrida est interdite. Est-ce que tu penses que ça peut s'étendre à d'autres provinces en Espagne, l'interdiction ou non? Je crois que ça relève plus de la politique que d'une affaire de taureau, d'un débat pour ou contre. Je ne sais pas vraiment comment cela va se poursuivre, mais en principe, on finira bien par déclarer la corrida comme patrimoine culturel en Espagne. La corrida est une affaire intérieure, c'est entendu, de joie et de larmes. Et la tauromachie est comme un miroir du pays, d'orgueil et de fragilité. Je reprends la route, le rail plutôt, avec des voyageurs pleins d'attentes, pleins de vie, pleins de sueños, le rêve espagnol.
Les halls de gare, souvent, sont des antichambres de l'espoir et une porte ouverte sur le grand ailleurs, vers le sud pour l'instant. Voyager en train, ça rend curieux, vous ne trouvez pas? Une fenêtre sur l'Andalousie, c'est comme une lucarne sur plusieurs mondes, où les villes sont elles-mêmes des œuvres d'art. Jaén, c'est le cœur de l'Andalousie. Et l'Andalousie est vraiment un pays de cœur. Emilio m'emmène sur ces terres des oliveraies qui s'étendent à perte de vue. La province de Jaén, c'est le royaume de l'olive, une richesse pour les Andalous. Attention, la terre tremble par ici. Emilio, c'est la récolte alors aujourd'hui? Oui, c'est la saison de la récolte de cette olive qui est écologique, qui est bio. Et là, on va la transporter au moulin à huile le plus vite possible pour éviter que l'olive perde de son arôme, sa fraîcheur et sa note fruitée. Quand on secoue l'arbre comme ça avec la machine, ça ne l'abîme pas, non? Non, pratiquement pas. Ce qui se passe en fait, c'est que ça profite à la terre. Avec cette machine, on enlève les mauvaises racines, des racines qui n'apportent rien à l'arbre. Ça permet aussi d'oxygéner la terre et d'obtenir ainsi une meilleure filtration de l'eau. Donc voilà, tout ça est très positif. Ah oui, donc c'est pour stimuler l'arbre finalement. Ça le secoue, mais ça améliore sa productivité alors. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ça fait des années que nous utilisons ce système de récolte par vibration. Ce qui se passe, c'est qu'on l'a amélioré, parce que les machines au début n'étaient pas très avancées dans cette technique. Mais aujourd'hui, on réussit à avoir une récolte par vibration presque parfaite. Oui. Et ici, en Espagne, avec l'olivier, vous faites de tout. Vous faites l'huile d'olive, vous faites des meubles aussi. Oui, nous profitons de tout ce qui vient de l'olive. Et grâce à des programmes mis en place par la région et le gouvernement d'Andalousie, on utilise le bois pour fabriquer de l'énergie, pour transformer tout cela en biomasse. Cette biomasse, on l'obtient à partir du noyau des olives. Et elle sert comme combustible pour le chauffage et pour les véhicules. On utilise aussi le bois pour fabriquer différentes sortes de meubles. L'Espagne vibre de ses oliviers. Avec 287 000 arbres, la plantation d'Emilio produit 2 millions de litres d'huile par an. 95% de la province vit des olives. Ici, les moulins vont très vite. Et l'huile d'olive coule à flot pour le plus grand bonheur de tous. Allons déguster cet or liquide dans un drôle de train immobile. Incroyable, c'est un restaurant mais qui ressemble en fait à un wagon-lit avec des images de paysages d'Andalousie, mais on est bien dans un restaurant fixe, ça ne bouge pas. Et j'ai rendez-vous avec Antonio. Bonjour Antonio, hola, ¿qué tal? Bonjour, ça va bien? Pourquoi tu as décoré ton restaurant comme si c'était un wagon-lit? Mon restaurant, c'est la réplique d'un train qu'on appelle El Andalus et qui effectue des tours touristiques dans toute l'Andalousie. Donc j'ai imaginé un wagon de luxe pour présenter la gastronomie d'Andalousie. Et pourquoi un wagon? Parce que le wagon d'un train représente le voyage à travers le temps et à travers l'essence. Et Antonio est dégustateur non pas de vin, bien qu'il y en ait de très très bons en Andalousie, mais d'huile d'olive. Alors, vous voyez les différentes qualités, vous les sentez? Oui, c'est notre métier. C'est même un devoir pour un sommelier de Jaén. On ne doit pas s'occuper que de vin, mais aussi d'huile d'olive. C'est indispensable de bien s'y connaître, car l'huile d'olive, c'est notre grandeur, notre richesse, notre meilleur produit. Un sommelier de Jaén qui ne s'y entend pas en huile d'olive n'a pas beaucoup d'avenir. C'est pourquoi nous formons aussi les sommeliers dans la connaissance de l'huile et qu'on leur enseigne nos produits du terroir. Et tu vas goûter avec le cœur? Oui, c'est ça. Là, je sers le premier type d'huile. La question à se poser, c'est qu'est-ce que nous attendons de l'huile? Qu'elle accompagne ou plutôt qu'elle révèle les saveurs? Nous appelons l'huile l'or, de l'or liquide, à cause de sa couleur. Et maintenant, tu vas goûter la même tomate avec une autre variété d'huile. Il y a une différence entre les deux.
Oui, j'espère. Je sais pas, j'ai goûté. Elle est plus onctueuse. Elle a plus d'arômes. Elle est plus aromatique, plus douce. Alors que l'autre est plus piquante, avec une touche d'amande, n'est-ce pas? De la puissance. De la puissance. La puissance qui vient du sol. Oui, la puissance de la terre, de notre terroir, de nos pétrus, de nos grands crus. Oui, ce sont nos châteaux pétrus. Ah, voilà, ça c'est le... Vous produisez beaucoup d'huile d'olive ici en Andalousie, mais il y a aussi bien sûr la concurrence d'autres pays, des pays du Sud également. Toi, tu es inquiet pour l'avenir de l'huile d'olive en Andalousie, où il y aura toujours ces crus, ces millésimes, ces sommeliers également? Plusieurs régions du monde sont en train de fabriquer leur propre huile et elles la mettent en valeur. Maintenant que tout le monde essaie de copier notre huile d'olive, eh bien nous la protégeons. On est conscient que la nôtre est spéciale. On est même les meilleurs du monde. Et cela, les concours, les compétitions internationales l'ont prouvé. D'accord, donc pas d'inquiétude, nos préoccupations pour le futur. Ça continuera comme ça. Ah, c'est sûr. Merci beaucoup. Voilà. Andalousie, le pays des poètes, de Garcia Lorca et des peintres. Chaque décor, il est vrai, a des allures de tableau. Le rêve au bord des rails. Allez, pas le temps de m'attarder. Je reprends la route pour Cordoue. On me dit que le vieux chemin de fer, là-bas, dans la campagne de Cordoue, a disparu, remplacé par une voie verte pour les écolos. Allons voir. Ici, le temps semble s'être arrêté sur les crêtes. Les Andalous sont des gens hospitaliers et très accrochés à leurs traditions, sous des remparts de mélancolie. Ici, on ne prend pas le train, on marche à pied puisque la voie ferrée a été transformée en voie verte. Et c'était pourtant le chemin de fer de l'Olive qui traversait donc une bonne partie de l'Andalousie. Et cette gare, eh bien, j'ai l'impression que c'est un restaurant qui s'appelle d'ailleurs La Cantina. Il y a l'air d'avoir de l'ambiance. Allons voir. Aquí, c'est un restaurant. Bonjour, ici c'est un restaurant de travailleurs? Oui, plein de monde vient ici. Tout le monde vient ici, on a des peintres, des amis. Et regarde, on est ensemble dans le travail, mais pas dans la vie. Et regarde, ça se passe par là. Donc on peut plus acheter de tickets de train, on peut acheter que des tickets de loto alors. Je vais vous acheter un billet, mais le bon, celui qui permet de gagner. Le bon? Le bon ticket. D'accord. Voilà, c'est pour la bonne cause, pour les enfants aveugles, pour les handicapés. Ça c'est pour la bonne cause, c'est pour les aveugles en fait. Je te souhaite bonne chance. Et quel est ton prénom? Eloy. Moi c'est Olivier. Enchanté. Moi aussi, avec plaisir. Merci. À bientôt. 27 millions d'euros. C'est marqué là. Voilà, ici on peut gagner 27 millions d'euros. Moi, avec un seul million, ça m'irait très bien. Comment est la vie ici en Andalousie alors? On dit que la vie est douce, qu'il y a beaucoup de soleil. Vous aimez, vous, vivre ici? Ici, la vie a toujours été très agréable. Mais maintenant, la situation est terrible. En Andalousie comme dans d'autres endroits. À cause de la crise. Les jeunes qui sont au chômage et qui ont un crédit vivent dans des conditions désastreuses. Ils n'ont pas les moyens de s'en sortir. J'espère que ça va s'améliorer, mais en fait, j'y crois pas trop. Après les élections, le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, va devoir énormément travailler pour nous sortir de cette mauvaise passe. En Andalousie, il y a toujours une certaine douceur de vivre, une joie de vivre même. Quoi qu'il arrive, on peut dire que le bonheur restera toujours dans l'âme andalouse. Ça fait partie de notre caractère, mais dans la pire des situations, on garde la tête hors de l'eau et on conserve une part de joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, à très bientôt. À la prochaine. On the summer breeze, power station melody. Ancienne capitale d'un califat, Cordoue est une ville médiévale qui résiste aux siècles et aux nuages. Le sud ici présente toutes ses splendeurs et les églises se mélangent aux mosquées.
listen when you call. La cathédrale de Cordoue, Cordoba, c'est surtout l'ancienne mesquita, l'ancienne mosquée, au temps où Cordoue était la reine, la capitale du royaume Al-Andalus. C'est fantastique, et on dit qu'il y avait plusieurs centaines de milliers d'habitants. C'était vraiment la capitale, le centre culturel de l'Empire mauresque. Pas de doute, flâner dans cette ville, c'est comprendre ce que veut dire l'esprit de Cordoue, l'esprit de tolérance, celui d'Averroès ou de Maïmonide. Oui, Grenade, en route pour le sud de l'Andalousie. Voilà. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir ici? Oui, bien sûr. Et tu viens d'où? Ah, des Florentias. Je viens de France, et je vais à Grenade. Ah, vous parlez français? Oui, un peu. Ah ouais, d'accord. C'est bien le train pour Grenade? Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Vous lisez, ah oui, c'est des littératures espagnoles. Ah non, pas du tout. El día que Simón de Haro de Cantar. L'écrivain habite à Paris, en fait. Ah bon? Oui, mais l'écrivain, c'est sur une fille libanaise. Ah, c'est sur... l'histoire d'une fille libanaise. C'est le Liban, là, d'accord. Et je m'appelle Olivier, comment tu t'appelles alors? Erika. Erika, d'accord. D'accord. Et quelle est ta profession alors? Je suis journaliste. Ah ouais, journaliste. Et qu'est-ce que tu t'occupes du Liban alors peut-être, non? Pas spécialement? Du Liban, pas encore, pas mais encore. un peu du monde arabe. Du monde arabe, d'accord. Bon, bah c'est bien, donc s'occuper du Moyen-Orient et d'aller à Grenade, puisqu'il y a des points communs, il y a des ponts. Oui, je viens d'arriver cette année, j'ai passé beaucoup de temps dans le monde arabe, surtout l'Égypte et la Libye. C'est bien aussi de me rencontrer avec les racines arabes de mon propre pays. Je vais pour voir la Alhambra. La Alhambra, ben moi je vais voir aussi la Alhambra parce que il paraît que c'est très très beau, je ne connais pas, c'est un palais sur la colline. Oui, ce sont plusieurs palais en fait. Oui, dans la montagne ou dans les collines. À Sarrat, qui sont été en Espagne, dans les collines. Je vais voir toute la ville, une belle vue. Bon, bah, on peut visiter ensemble peut-être alors. Ah oui. Alors ça, on est vraiment, Erika, au cœur de l'Alhambra. L'Alhambra, c'était donc les palais des différents rois des royaumes morts d'Espagne. Ça a duré très longtemps, finalement, ce règne. Oui, ça a été beaucoup de siècles, plusieurs siècles. Et c'est vraiment joli, comme tu peux le voir. C'est une des choses les plus beaux que tu peux voir ici en Espagne, l'Alhambra. On sent bien le mélange des genres ici, entre l'architecture des morts en fait, mais aussi celle des rois catholiques d'Espagne qui sont venus ici à Grenade en 1492. C'est ce qu'on appelait la Reconquête, la Reconquista. La Reconquête, oui, bien sûr. C'était les trois cultures ici dans le sud de l'Espagne. C'était les Juifs, les Morts et aussi le christianisme. À cette époque là-bas, oui, les trois cultures. Et toi, tu as vécu une autre Reconquista, la reconquête du pouvoir par les peuples d'Égypte et de Libye. Donc, par les peuples et la démocratie, on espère pour ce peuple là-bas qu'il ait réussi à avoir la démocratie finalement. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci de m'avoir donné une interview. Pour une fois, c'est le contraire, parce que c'est toi qui en fais d'habitude. Grenade, c'est un dédale de palais et de demeures anciennes dont l'esprit flotte sur toute l'Espagne et au-delà sur les mondes d'Orient et d'Occident. Les jardins de l'Alhambra portent encore la marque du génie des sultans quand les cyprès survivent aux hommes et aux Reconquistas, les reconquêtes. À Grenade, impossible de se perdre. Il suffit de se laisser guider par l'écho de la tradition. Voilà, bonjour, l'école de danse Carmen des Grottes, c'est par là? Oui, c'est par là, un peu plus loin. À gauche? Oui, à gauche. Allez, à bientôt. D'accord, merci.
Bon, on va revoir le premier mouvement. Il doit être très calme et le finir d'une manière naturelle. Le second mouvement, lui, eh bien, il faut qu'on y mette plus de force. Voilà, vous voyez comme ça, de cette manière. Il faut faire ça avec force, c'est important. Le flamenco est plus qu'une danse, c'est une passion et un mouvement de l'âme, parfois un cri de douleur. Une poésie du corps qui semble remonter du fond des temps, de l'Orient et des tribus de l'Espagne. Le flamenco qu'enseigne Javier, chorégraphe connu dans toute l'Andalousie, s'appelle le solea, une danse très appuyée. Bonjour Javier, je suis enchanté de te rencontrer. Dis donc, il faut avoir beaucoup de qualités physiques pour faire du flamenco. Oui, il faut des qualités physiques pour danser le flamenco, mais surtout l'envie. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Tu peux m'expliquer depuis combien d'années tu fais du flamenco et pourquoi, pour quelles raisons au départ? J'ai commencé le flamenco à l'âge de 9 ans, principalement à cause de ma sœur qui dansait justement le flamenco. Moi, je suis plus jeune que ma sœur et je voulais apprendre à danser comme elle. Aujourd'hui, je suis le seul des deux qui danse. Et à partir de là, j'ai commencé à aimer. J'étais doué. J'ai vu Joaquín Cortés et je voulais faire la même chose. Je voulais prendre du plaisir sur scène comme lui et faire que les gens prennent du plaisir. Tu penses que la tradition du flamenco ne se perdra jamais, qu'il y aura toujours des jeunes générations pour assurer la relève? Oui, c'est sûr. Le flamenco est en mouvement, il évolue. C'est une tradition qui ne va jamais se perdre. Le flamenco est né en Andalousie, mais il est connu partout dans le monde. Le monde ne va pas permettre que le flamenco s'éteigne. Et là, on sent à la fois dans la musique, mais aussi dans la danse, finalement, les traditions orientales, non seulement de l'Andalousie, mais de Grenade, ici. Oui, il y a beaucoup d'influences orientales, parce que le flamenco est né dans la période où l'on a expulsé les musulmans d'Andalousie et surtout de Grenade. Le flamenco s'est beaucoup mélangé à d'autres cultures, et l'Andalousie est située dans un lieu de passage entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et cette danse est riche pour cela. Bon, bah toi, tu es un danseur professionnel, tu as le flamenco dans le sang. Je pense que l'Andalousie également a cette danse dans le sang. Bah, merci beaucoup, Javier. À bientôt. Okay. Oui, à bientôt. Hasta la vista. Ce soir, veille de week-end, le train pour une fois est bondé. Les étudiants rentrent chez eux et n'oublient pas de faire la fête. À défaut de tenter la fortune, on joue aux cartes pour payer sa tournée. J'ai 69 points. 69 points? Et toi? 24. Et moi, j'ai rien du tout. Bon. Donc là, on joue aux cartes et là, on révise les examens, apparemment. Prochaine étape, Séville, une autre perle de l'Andalousie, connue pour ses processions et sa Semana Santa, la Semaine Sainte. Séville, c'est patio d'un autre âge, c'est palais. Je me perds dans les ruelles envoûtantes, tout comme la ville, celle de Carmen.
L'histoire semble jaillir à chaque coin de rue. La piété aussi, qui est inscrite dans la pierre. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une procession? Non, c'est juste un déplacement. D'ici à la petite chapelle, à côté du grand arc. Ah oui. Et la Vierge sort le 27 novembre, Qu'est-ce que dimanche. vous allez porter alors pendant la procession? Nous, on va porter la Vierge durant ce déplacement depuis la petite chapelle jusqu'à là-bas, jusqu'au couvent de l'Incarnation. C'est une procession. Pour l'instant, c'est juste un déplacement solennel du piédestal qu'ils vont porter. On prie la Vierge pendant le déplacement et on lui rend un culte au couvent. On va donc poser le piédestal ici au niveau de la nuque avec une petite mousse. Et Séville, donc, c'est toujours une ville très pieuse, en fait. Bah oui, tu as juste à regarder la cathédrale que tu as derrière toi. Et oui, ici c'est comme ça. En effet, ici, il y a beaucoup de dévotion pour les images. Séville est une ville qui est sous le patronage de la Vierge Marie, c'est même dans son titre. Et en plus, cette Vierge que l'on va déplacer, le pape Jean-Paul II, quand il est venu à Séville, s'est mis à genoux devant elle, parce qu'il avait senti quelque chose de pur, il avait vu quelque chose de fort en elle. Et même pour les jeunes, en fait, la tradition est toujours assurée, alors. Oui, ça se passe toujours ainsi, de grand-père en fils. De père en fils aussi. Ici, à Séville, on a été élevé comme ça. Ça dure toute l'année, pas que pendant la Semaine Sainte, mais aussi, par exemple, pour d'autres événements. Toi, tu es très fier d'être cortalero, d'être porteur de procession. Bien sûr, être porteur, c'est avoir une grande foi, et c'est une vraie passion. Tu en rêves quand tu es petit, et quand tu grandis, tu peux enfin le devenir. Séville à la piété chevillée au corps et dans les ors. La Vierge ce soir n'est pas encore arrivée, elle attend le grand jour. Le piédestal pèse quand même 800 kilos. Chacun des 12 cortaleros porte ainsi 60 kilos de fonte et de bois dans la peine et dans la joie. Appartenir à la Confradia, l'une des confréries de Séville, ça se mérite. Et les piétinements vous portent vers l'éternité. Dans 4 mois, c'est la Semaine Sainte. Séville la pieuse se prépare à tutoyer le ciel. Et c'est ainsi depuis 6 siècles. Voilà. C'est le train de la Castañuelas. C'est le train des Castañuelas. Il est flamenco. Bonjour, comment ça va? Bien. Allez, je t'appelle, hein. Tu vas aussi à Cadiz? Oui, je vais à Cadiz. Et tu vas faire quoi là-bas? Je vais tout simplement voir mes amis et ma famille. Car ça fait plus de 2 semaines que je suis parti en tournée musicale à l'étranger. J'ai à peine téléphoné pendant ce temps. Là, je reste 2 jours chez moi et puis je rentre à Séville parce que j'ai encore un concert. Alors toi, comme percussionniste, est-ce que tu peux me dire quel est le rythme particulier du flamenco? Alors le flamenco, pour bien le comprendre, il faut connaître les différents endroits de l'Andalousie en termes de territoire. Par exemple, à Cadiz, là où je vis, il y a une certaine joie de vivre et le rythme serait à peu près ça.
Après, il y a aussi les bulerías de Cadiz qui, à la différence de celles de Jerez, sont plus rapides. Ce sont deux pas identiques, mais en accéléré. Comment t'es, Llamas? Adrien, ok, je suis Olivier. Bon, on va peut-être se revoir à Cadiz alors, parce que tu vas à Cadiz, moi aussi, donc j'espère qu'il va faire beau. Bah, allez, ok, hasta la vista, bye bye. Adios. Cadiz est serti entre l'océan et une grande baie, où les rails semblent voler sur des marées salants. Les habitants de Cadiz sont, paraît-il, plus ouverts qu'ailleurs, sans doute à cause du vent du large et de la conquête des mers qui fit sa fortune des siècles durant. Vivre sur un promontoire vous pousse, il est vrai, à larguer les amarres. Cadiz, la belle et la rebelle, dans une Espagne toujours flamboyante. Voilà, c'est la tour de Cadiz avec une vue imprenable sur la vieille ville baroque. La ville a beau être l'une des plus anciennes d'Europe, elle fait sans cesse peau neuve, y compris par la musique. Dans les vieilles ruelles de Cadiz, je retrouve Adrián, le percussionniste, de retour au bercail. Est-ce que ça signifie être de Cadiz? Pour moi, c'est un privilège. Oui, parce que être gaditan, être un habitant de Cadiz, pour moi, c'est un style de vie que je ne vois pas dans les autres villes où il y a une conception de la vie qui est plutôt, je dirais, générale. Par exemple, on ne peut pas faire la différence entre quelqu'un qui vient de Valladolid et une autre personne qui vient de Madrid. Mais dans le cas de Cadiz, je ne sais pas pourquoi, question de flair, je reconnais tout de suite qui est de la ville et qui ne l'est pas. Ici, il y a beaucoup de palais baroques, beaucoup de vieilles églises, etc. Pour toi, tu aimes vivre dans cette ambiance? Ça t'inspire pour la musica? Oui, totalement. Depuis tout petit, j'ai été influencé par des maîtres dans la musique et j'ai pu en rencontrer beaucoup. Cadiz, par sa façon de considérer la vie, par son carnaval aussi, a beaucoup inspiré les musiciens. Le carnaval nous a donné, depuis qu'on est enfant, une vision musicale qui n'existe, je crois, nulle part ailleurs dans le monde. À l'exception peut-être de Cuba. Oui, mais pas de la même façon. C'est différent. Oui, oui. Bon, maintenant, on va voir ton studio, Adrián. Où est-ce qu'il est, alors? Mon studio de répétition? Il est juste en dessous. Oui, juste en dessous de nous. D'accord. Et on marche sur ton studio, d'accord. Eh ben, allons voir. Allez, allons-y. Club. Allez. Voilà. Voilà, c'est le club de la Big Band de Cadiz et avec les amis d'Adrián qui vont nous jouer un petit morceau. Una pequeña canción. Oh, yeah. Fantastique, voilà, c'était le groupe d'Adrián et la musique de Cadiz. Là, tu as frappé un peu fort, un
Ah, c'est pas moi, ça, c'est lui. Bon, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, Malik, Andreas et Adrian. Hasta luego, muchas gracias. Adios, et bonne musique. Adios, Malik. À bientôt, au revoir. Le voyage prend fin dans l'Espagne des confins. Adrian a raison. Les gens du coin sont curieux. La preuve, ils marchent sur l'eau. L'océan de Cadix n'est pas un terminus. C'est la porte de l'espoir. Et la lumière andalouse, au bout des rails, ça vous donne des ailes. Voilà, c'était le monde vu du train ici en Andalousie, à Cadix, avec une ville merveilleuse, des palais baroques, des ruelles ombragées, et surtout des personnages très attachants et attachés à leur culture, à la tradition andalouse. Le monde vu du train, vu d'Andalousie, ça vaut le détour. À bientôt.